Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Salut Bonjour, Patrice. salut Axel. On va attendre encore peut-être une minute ou deux, quoi, le temps que du monde se connecte. Là, on est déjà une trentaine Ça marche. et, euh, et on va laisser quelques personnes encore se connecter. Pour ceux qui sont déjà là, donc on l'a indiqué là dans l'onglet chat. Ce qui est intéressant, c'est que vous posiez vos questions dans l'onglet questions, parce qu'en fait, ça permet, quand on est dans l'onglet questions, on peut voter en fait pour les questions, ce qui fait que ça remonte les sujets qui sont les plus plébiscités entre guillemets. Et puis Patrice et moi, en fonction de nos prises de parole respectives, on posera les questions qui remonteront le plus. Donc n'hésitez pas, ça permettra de rendre la chose un petit peu plus interactive. Et puis, on va donc vous présenter Captain Wallet partout, la complémentarité entre les deux technos. Euh, et puis donc, voilà, dynamiser un petit peu par vos questions. C'est ça. Bon, j'attends encore une petite minute, histoire que tout le monde pour les retardataires. Ça marche. En tout cas, c'est beau chez toi, Axel. T'es où là? Alors moi, j'ai beaucoup de chance. Là, c'est la semaine de vacances Toussaint. Donc, j'ai les enfants derrière, là, que j'ai parqué derrière la porte. Euh, et, euh, et je suis au Cap Ferré. On dirait, Super. on dirait un peu que je suis à la montagne. J'ai une chemise un Ouais. peu de montagnard avec beaucoup de bois, mais pas du tout. En fait, je suis au bord de. Et justement, ouais, j'aurais plus mis une pièce sur la montagne. Ouais. Toi, t'es où? T'es à Paris? Je suis à Paris exactement, Paris, 18e arrondissement. Donc voilà, rien de très exotique de mon côté. Ouais, moi, je vais retourner à Paris. Je vais retourner à Paris. Là. Je fais l'exotique momentanément. Bon, il est 11h02. On va commencer. On est quelques-uns. C'est pas mal. Ça fait plaisir. Ce que je suis très heureux de faire ce webinaire avec Partout, qui est une super boîte. Je pense que beaucoup d'entre vous ici la connaissent. Je suis donc avec Patrice. Je vais laisser te présenter rapidement. Ça marche. Oui, bah bonjour tout le monde. Moi aussi, je suis super content d'être là. Donc Patrice, je suis responsable marketing chez Partout. Et Partout, donc, c'est une entreprise SaaS B2B qui travaille sur le référencement local des points de vente. Voilà, et donc moi je suis Axel de Tours et je suis un des cofondateurs de Captain Wallet. On a focalisé cette présentation sur ce qu'on sait bien faire tous les deux Partout et Captain Wallet, à savoir le Drive to Store, avec vraiment un focus sur ces fêtes de fin d'année qui arrivent. Donc ouais, le contexte, on le connaît, avec surtout toutes ces rumeurs là de ces dernières heures qui sont bien anxiogènes, mais ce qu'on espère tous, c'est que voilà, les magasins pourront rester ouverts, que le commerce pourra se dérouler comme il faut. Et donc, voilà, je pense que c'est d'autant plus important aujourd'hui de, de, de pouvoir travailler sur ces sujets-là, savoir comment on va pouvoir, en tant que marque, émerger dans ce contexte d'incertitude qui est toujours là. Et puis aussi parce que tout le monde se pose la question, tout le monde essaie de trouver les moyens les plus ingénieux possibles pour pouvoir émerger par rapport à la concurrence et faire évoluer et montrer ses produits et générer du trafic. On va commencer par quelques stats. Pendant le confinement, c'était un peu le drive to store est mort, il n'y a plus de magasins, donc c'est mort. Mais en fait, vive le drive to store, parce que après le confinement, on s'est aperçu de façon assez intéressante, et Patrice va revenir dessus sur certains secteurs clés par la suite, qu'il y avait un trafic toujours important sur vraiment ces problématiques, ou on va dire plutôt ces mécaniques de drive to store. On voit en ligne 40% des usagers consultent les prix et promotions avant de venir, 27% les horaires d'ouverture, une dynamique qui est vraiment à la hausse depuis plusieurs années, mais que le confinement a un peu confirmé aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est quand même de voir que ce trafic online a quand même une dynamique qui va aussi vers le offline, puisqu'on regarde des informations qui sont propres à ce qui se passe dans le monde physique. Et puis, il y a évidemment la partie offline, qu'est-ce qui se passe effectivement en magasin, en restaurant, en point de vente. Et ce plus 34% pour les offres Drive to Store et le Click and Collect après le confinement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des personnes qui ont adopté des mécaniques de Drive to Store, des offres qui redirigent en magasin, ou le Click and Collect, qui est vraiment une mécanique qui a beaucoup peu explosé avec le confinement, qui existait depuis longtemps, mais qui a vraiment pris un petit coup de boost et installé en fait dans les habitudes ces mécaniques de Click and Collect. Voilà, c'est plus 34% de personnes qui ont adopté
ses usages, ses attitudes et qui les conserve après le confinement. Et on va le voir donc particulièrement sur 6 secteurs clés que va détailler Patrice. C'est ça. Alors exactement, de notre côté, on a fait une analyse sur plus de 300 clients en France pour voir les différences de comportement des internautes entre ces 5 derniers mois, donc entre juin et actuellement en octobre, donc post-confinement jusqu'à maintenant, avec l'année dernière. L'idée c'était de savoir, quels étaient les secteurs qui s'en sortaient le mieux, quelles étaient les progressions, les statistiques sur le comportement des internautes sur les fiches Google My Business, comme vous voyez là sur la photo, c'est-à-dire les gens qui cliquent sur les demandes d'itinéraire, les appels téléphoniques, les clics vers le site web. Et la très très bonne nouvelle, et heureusement ça fait du bien d'en avoir de temps en temps, c'est qu'il y a des secteurs qui émergent avec des fortes progressions sur ces 3 KPI que je viens de citer. Et ce qui, quelque part, n'est pas si surprenant que ça. C'est-à-dire que, les gens ont vraiment encore plus senti l'importance du digital pour faire ces achats en ligne. Ça, c'est le point 1. Le point 2, c'est que malgré tout, il y a quand même eu des progressions de demandes d'itinéraires vers les points de vente parce que, il y avait des retraits à faire en magasin ou des retraits en drive, ou tout simplement parce que les conditions sanitaires étaient réunies pour pouvoir se permettre de se déplacer dans le point de vente. Et enfin, le point 3, qui est aussi en très forte progression, ce sont les appels téléphoniques parce que les gens ont besoin d'être rassurés sur les horaires d'ouverture, sur les stocks disponibles pour éviter de se déplacer pour rien. Donc, si cette analyse vous intéresse en détail, je pourrais bien sûr vous l'envoyer juste après ce webinaire. Donc, ce qu'on voit, c'est cette tendance qui, effectivement, à certains égards, peut paraître pas si surprenante que ça, avec un rebond forcément post-confinement. Mais ce qui est intéressant de voir, et c'est un peu cet ancrage qui se fait avec le confinement, de nouveaux usages, et qui en fait reste ensuite par la suite, et qui donc appelle un peu chacun à pouvoir s'adapter un peu à ces usages. C'est pour ça que des choses qu'on faisait pas avant. Bah déjà, on faisait pas beaucoup de webinaires, nous, perso, chez Captain Wallet avant. Mais maintenant que c'est plus difficile de rencontrer des nouveaux prospects, de faire valoir un petit peu ce qu'on fait, notamment via des salons, on allait tous un petit peu. Ben voilà, le webinaire, on en fait de plus en plus et on essaie de le faire donc avec des partenaires qui ont un sens. Et en fait, Partout et Captain Wallet, on fait pas la même chose, on est assez complémentaires. Mais en fait, on est sur le même entonnoir, mais pas aux mêmes endroits. C'est pour ça qu'il y a des compléments qui sont assez intéressants. Si je grossis le trait, qui est pas tout à fait vrai, mais fondamentalement, c'est Partout serait un petit peu plus en amont, vraiment sur la partie online, la génération de trafic depuis le online pour générer le trafic en point de vente. Et nous, on serait plus, voilà, une fois que on a commencé un parcours online, cette capacité à être dans le mobile, donc à rester sur un outil digital, mais à permettre par la suite d'avoir une relation plus sur le long terme avec le client ou le prospect, parce qu'on est, grâce au wallet, dans le mobile et on peut développer des parcours qui sont assez intéressants, qui vont inciter le client à venir en point de vente. Donc, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, j'ai commencé par expliquer un peu comment le wallet fonctionne et puis surtout vous montrer des use cases bien concrets pour que vous compreniez bien. Vous allez voir, hein, une fois qu'on a compris le truc, c'est un peu toujours la même chose. La balle est plutôt à la fois dans notre camp et dans le camp de la marque pour essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait intéresser un client et comment je pourrais le retrouver dans Wallet. J'ai l'impression que ma connexion a été coupée un petit moment, non? C'est revenu? Ouais, c'est bon, ok. C'est un peu bugué, effectivement, mais c'est bon, on t'entend bien. Ok, cool. Bon, donc je vais commencer par le wallet. Qu'est-ce que le wallet et qu'est-ce que ça permet de faire? Je vais couper ma caméra au cas où aussi pour éviter que il y ait trop de décalage. Très rapidement, dans cette classe, ce qui est intéressant, c'est que donc, on travaille avec une centaine de clients, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est des clients qui sont dans beaucoup de secteurs différents. On a plutôt une majeure dans le prêt-à-porter, historiquement. On doit avoir 30 à 40% de nos clients qui sont là-dedans. Mais après, on travaille dans plein de secteurs différents, la grande distribution, le cosmétique, le bricolage, l'automobile, la restauration. Voilà, il y a un panel de clients assez différents. Et le point commun entre tous ces clients, la grande différence, le grand point commun, pardon, c'est qu'ils ont tous un trafic qui est super important sur le mobile, que ce soit par la lecture d'email où on voit que l'ouverture est vraiment
sur mobile. Le trafic se passe principalement sur mobile, etc. Donc ça, c'est des tendances qui sont assez lourdes en fait depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années, toutes ces marques se sont habituées et essayé d'adapter leur environnement digital au mobile. Et elles l'ont fait en adaptant leur site mobile, en faisant des emails responsives, en développant des applications, etc. Et tous ces canaux ont beaucoup d'avantages, ont permis d'avancer et d'essayer d'engager un peu plus sur le mobile. Mais force est de constater que l'engagement qu'il y a sur le mobile n'est pas du tout proportionnel par rapport à la montée du trafic. Et c'est pour ça que on a essayé de travailler sur un nouveau canal sur mobile qui allait permettre en fait de conjurer un peu toute cette saturation des canaux traditionnels, donc l'email, le SMS, saturation qui est encore plus forte aujourd'hui, notamment post-confinement, où beaucoup de marques ont dû un peu se rattraper par rapport à cette non-activité qu'il y a eu pendant plusieurs mois. Donc, on a observé vraiment une saturation des canaux traditionnels, de l'email, du SMS, beaucoup d'emails, beaucoup d'SMS, beaucoup de volume, beaucoup de masse, beaucoup de personnes qui sont opt-outées, enfin désopt-inées de ces canaux. Et donc, dans ce contexte-là, qui se croise aussi avec cette espèce de contexte qu'on montre un peu depuis le début et qu'on sent bien tous, même s'il ne faut pas faire d'auto-marketing, chacun, mais même on le sent bien, on le voit bien au niveau de nos entreprises, une sensibilisation au digital, au sans contact, à toutes ces mécaniques, à tous ces usages qui est de plus en plus présente. Donc, dans ce contexte-là, nous, ça fait quelques années qu'on travaille sur le wallet. Quelques années au début, le marché n'était pas du tout éduqué à ça. Le marché n'avait pas encore réellement eu cet impact de l'application. On s'est rendu compte que en fait, l'application, c'est compliqué d'en faire télécharger, c'est compliqué d'avoir la rétention dessus. Donc, la recherche de nouveaux canaux et dans lequel s'inscrit le wallet est vraiment assez forte depuis 2 ans. On avait une quinzaine de clients en 2018, on a plus d'une centaine aujourd'hui. Donc, il y a un vrai, je dirais pas boom, mais il y a une vraie maturation du marché sur ce sujet-là. Le wallet, pour ceux qui connaissent pas, et je le fais rapidement pour être sûr que tout le monde soit bien au clair là-dessus. En fait, les wallets natifs, c'est des applications qui sont pré-embarquées sur les téléphones, que ce soit sur Apple, donc sur iOS, ou sur tous les autres téléphones, donc sur Android. Ces applications qui sont développées par Apple, donc d'un côté, et par Google de l'autre, elles sont natives, elles sont présentes dans le téléphone. C'est vrai pour Apple. Il y a 9 millions de téléphones, d'iPhone en France. Il y a 9 millions de personnes qui ont un wallet sur leur téléphone. C'est une application qui est pré-embarquée, qui existe déjà. Et c'est là tout l'intérêt de l'app, de cette application, c'est qu'en fait, on peut jouer avec cette application. Les marques peuvent se créer une place dans cette application, faire évoluer leur contenu, envoyer du push notification, vraiment s'en servir comme d'un relais de leur stratégie marketing depuis donc cette application qui existe sur téléphone. Donc, qui enlève énormément de friction. En gros, il y a 2 features principales sur le wallet. Il y a une feature, la première feature qui permet de dématérialiser sa carte de paiement. Donc, je dématérialise ma carte de paiement, celle que j'ai dans mon portefeuille, ma Visa ou ma Mastercard, et je peux payer n'importe où, dès qu'il y a du sans contact, avec mon téléphone. Je pose mon téléphone sur le sans contact, c'est le fameux Apple Pay et le fameux Google Pay, et je peux ainsi payer n'importe quel montant. Il n'y avait pas de limite de montant, il n'y a pas les fameux 20, 30 ou même 50 € aujourd'hui de limitation, puisque de toute façon, mon téléphone est maintenant très sécurisé, que ce soit par Face ID, Touch ID ou par un code. Donc, je peux payer n'importe quel montant. Nous, on ne travaille pas trop sur cette feature-là, même si elle est très importante parce qu'elle génère de plus en plus de trafic sur ces applications. Donc, pour les marques, c'est intéressant d'être sur des applications sur lesquelles il y a de l'audience. Nous, on travaille sur la deuxième fonctionnalité de cette application, la deuxième feature, qui est cette espèce de contenu. En fait, c'est quoi? C'est la capacité à créer, ça, c'est sous format de pass, ça s'appelle un pass. Donc, c'est un peu le look and feel d'une carte à chaque fois. Et en fait, ce pass peut relayer n'importe quel type de contenu. Donc, beaucoup pensent à évidemment le premier type de contenu qui est une carte de fidélité. On pense tous soit au billet. Le wallet a été très connu via les billets de train, billets d'avion, et maintenant aussi par les cartes de fidélité. Nous, on a eu beaucoup de marques qui nous disent moi, j'ai pas de carte de fidélité, donc je peux pas utiliser wallet. Alors, c'est pas vrai. En fait, il y a aucune contrainte sur le contenu que vous voulez mettre dans un pass. Vous pouvez mettre n'importe quoi, des offres, des reminders, évidemment des cartes de feed, mais ça peut être aussi des offres purement sur l'acquisition, ça peut être de la IRESA, ça peut être du click and collect. On peut imaginer tout type de contenu. Il faut se dire que le wallet, avec les passes qu'on peut ajouter dedans, c'est un espèce de contenant et chaque marque met le contenu qu'elle veut dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que ce contenu
peut être animé, c'est-à-dire qu'il peut être changé au fur et à mesure des éléments que vous voulez pousser sur le wallet. On peut changer le contenu, le mettre à jour, le personnaliser et on peut envoyer des push notifications. C'est-à-dire vraiment… Ouais. Et donc, Axel, pardon, je te coupe. Donc, c'est ça, en fait, la valeur ajoutée de Captain Wallet sur les wallets mobiles, justement? Exactement. Le wallet est une techno qui existe déjà sur les téléphones. Chacun peut jouer avec, chacun peut créer, tout codeur peut créer un pass. Mais quand il va le créer lui-même tout seul, en fait, il va créer un pass qui va être comme un espèce de PDF, quoi, tu vois, un truc inactif que je peux pas mettre à jour et sur lequel je peux pas envoyer de notification. Et c'est là où la valeur ajoutée de Captain Wallet, c'est qu'on en fait vraiment un canal. Hein, c'est pas juste un outil qui permet de dématérialiser. Bien sûr, c'est quelque chose qui est intéressant pour le client final et c'est comme ça qu'on va l'attirer dans le wallet parce qu'on va lui proposer ce service de dématérialiser quelque chose qu'il n'a jamais sur lui au bon moment alors qu'il en a besoin. Mais c'est surtout pour la marque de permettre par la suite d'animer ce contenu et donc de changer le contenu qu'il y a sur les passes et d'envoyer des push notifications. Et donc, on le fait via notre plateforme. Hein. Notre plateforme, c'est quand même un outil de gestion de campagne. De la même façon qu'il y a des outils de gestion de campagne sur l'email, le SMS, ben nous, on est exactement pareil. Un outil de gestion de campagne, mais dédié à ce canal-là sur Wallet. Et donc, on a transformé, on a créé ce truc-là depuis 2013. Hein, les wallets sont sortis pour la première fois en 2012. Et puis, on a commencé à travailler un petit peu sur cet outil-là, qui est devenu donc cet outil de gestion de campagne. Et puis, on s'est vraiment rendu compte qu'en fait, ce canal-là du wallet, qui relaie ni plus ni moins que ce que relaie déjà la marque sur d'autres canaux, elle le relaie au format wallet. Et on s'est rendu compte que ce format wallet était ultra performant. Ça, je vous l'expliquerai par la suite pour pas couper ce que je disais là. La performance en fait du wallet, elle s'exprime particulièrement sur deux KPI principaux qui sont la valeur en fait ou le panier moyen des clients. Un client walletisé entre guillemets versus un client qui ne l'est pas, c'est un client qui a 15% en plus de panier moyen par rapport à un client qui n'est pas walletisé. Donc, c'est un outil qui apporte une valeur très nette sur le panier moyen. La deuxième KPI qu'on voit très nettement chez nos clients, c'est la récurrence d'achat. Sur la récurrence d'achat, on a plus 20% de récurrence d'achat sur une personne walletisée versus quelqu'un qui n'est pas walletisé. Donc, cette espèce d'appli qu'on pouvait à laquelle on pouvait se connecter et puis on s'est rendu compte qu'on pouvait mettre à jour le contenu, personnaliser, envoyer des pushs. En fait, on s'est rendu compte petit à petit que ces pushs-là, cette mise à jour du contenu, elle était hyper intéressante et elle parlait vraiment aux usages clients parce qu'elle permettait d'augmenter et de permettre en fait aux marques d'interagir beaucoup plus simplement et facilement sur mobile avec ses clients. Le mobile étant l'endroit où vraiment vos clients sont la plupart du temps. Et le troisième stade qui est intéressant, c'est que très souvent on en demande, mais est-ce que ça concerne beaucoup de gens? Et en fait, la stat qu'on arrive vraiment à itérer chez tous nos clients, c'est que nous, ce qu'on va faire au début chez un client, on va aller walletiser la base de données, c'est-à-dire la base de données qui déjà existe, hein, qui est une vraie richesse. Aujourd'hui, on parlait, enfin pas aujourd'hui, mais depuis tout le temps, nous, on est avec beaucoup de marques qui disent, moi, je veux des nouveaux clients, je veux recruter de nouveaux clients, je veux augmenter la base, etc. C'est vraiment le truc. Il y a 80% du budget marketing dans une boîte qui est dédié tout le temps à l'acquisition aux nouveaux clients, ce qui est hyper important. Mais en fait, si une toute petite partie, une partie de ce budget était un peu plus consacrée à la base de données qui existe déjà, parce que beaucoup des bases de données qui existent déjà sont en fait d'une richesse absolument énorme, nous, on se rend compte que quand on la travaille bien avec le wallet, on arrive quand même à convertir dès la première année 15% d'une base de données sur wallet. Ça fait des volumes qui sont assez importants. Donc, quand on multiplie ce reach-là avec les 20% de récurrence en plus et les 15% de panier moyen, en fait, ça fait un impact sur le chiffre d'affaires qui est très important. C'est comme ça qu'on est devenu du nice to have sympa parce que nouveau format, assez moderne, innovant, simple pour le client, à un peu un must-have où en fait on participe vraiment à la construction du chiffre d'affaires sur les offres et sur le marketing d'une marque. Je vais vous montrer quelques exemples très concrets dans les prochaines slides. Et Axel, si tu veux, il y a déjà deux questions qui viennent de tomber qui sont intéressantes. Ouais. Il y en a une de Raphaël qui demande, peut-on imaginer des campagnes de click to wallet depuis des régies pub? Ouais, tout à fait. Ça, c'est un sujet qu'on travaille, qu'on a beaucoup testé.
Et de façon très transparente, quand on est sur vraiment de la pub in-app ou sur du site web, les stats varient énormément. Mais effectivement, sur le principe, vous allez le voir là sur les use cases concrets que je vais vous montrer. En fait, pour générer un pass dans un wallet, donc pour générer votre pass de votre marque dans le wallet, il suffit de cliquer sur un lien. Donc ce lien, je peux le mettre n'importe où. Bah, c'est un peu la slide que j'ai zappé tout à l'heure, que je remets là du coup. C'est qu'en fait, c'est accessible partout. J'aurais dû mettre partout PR, TOO. En fait, comme c'est un lien, on peut le mettre vraiment partout. C'est-à-dire qu'on peut le mettre depuis un SMS, depuis un email, un site web, et effectivement depuis une pub en display, mais aussi depuis une pub qu'on met sur Facebook, sur Instagram. Je vais vous montrer quelques exemples et qui vont générer en fait ce pass dans le wallet. Et l'intérêt à chaque fois, en fait, le truc à retenir sur le wallet, c'est que en tant que directeur ou responsable marketing, on connaît bien ses clients et il faut essayer de se poser la question de se dire, OK, c'est quoi le truc que mes clients auraient envie de sauvegarder sur leur téléphone? C'est quoi le truc de ma marque que mes clients auraient envie de sauvegarder sur le téléphone? Vous allez voir, il y a plein de use cases. Il y en a qui vont passer par la carte de fit, d'autres par des offres et d'autres par le click and collect parce qu'ils disent, bah, j'ai plein de click and collect. Donc, ça va être une façon comme une autre pour moi de me faire une place dans le wallet et après d'animer ce pass que j'ai fait télécharger. Donc, ça peut tout à fait être derrière de la pub display. Ouais. Et il y a une autre question qui est plébiscitée. Alors après, Romain, on y reprendra à la vote peut-être juste après ou plus tard dans le webinaire, mais il y a une question de Sandra qui est plébiscitée. Bonjour, comment procédez-vous pour dématérialiser 15% des bases de données? Ben, c'est un peu ça. Je pourrais revenir sur la slide juste avant. C'est en fait tous les points de contact qui étaient listés juste avant. On travaille avec la marque pour mettre ce lien sur le maximum de points de contact possible. Donc ça va être depuis les emails transactionnels, donc c'est tous les emails par exemple automatiques de welcome, de mot de passe oublié, etc. À chaque fois il y a un petit encart nouveau, ta carte, ton offre, ton clic. Enfin bref, justement à définir avec la marque. Ton support marketing, en gros, hein, si je généralise le truc, à mettre sur ton mobile en 2 clics. Ça peut être fait depuis des campagnes SMS, c'est fait depuis le site web, c'est fait depuis des campagnes d'acquisition qu'on peut faire via le social ou via des régies. Le but du jeu, c'est d'offrir ce service sur le maximum de points de contact à votre base de données ou aux prospects que vous allez chercher si vous êtes vraiment sur une mécanique d'acquisition. Et en fait, nous, on analyse avec vous, bah voilà, quels seraient les meilleurs points de contact. On a une équipe qui fait ça depuis maintenant hyper longtemps, donc qui est très habituée sur chaque marque à voir quels sont les points de contact les plus pertinents. Et une fois que ces points de contact, donc c'est des gros CTA qu'on met un peu partout à droite à gauche, sont présents, là, ça commence en fait à cliquer un peu tous les jours. Hein, et tous les jours, la base de données gonfle. Il y a une autre stat que j'ai pas mise, mais qui est très importante pour le wallet, c'est que en fait, une personne sur 100 personnes qui génèrent un pass dans un wallet, il y en a à peine entre 5 et 10 personnes qui vont supprimer ce pass par la suite, quel qu'il soit, quel que soit son contenu, de l'offre, de la fille, un ticket, un billet ou quoi que ce soit. Ce qui fait qu'en fait, on a un taux de rétention qui est très fort et beaucoup de gens qui restent sur le mobile, et ce qui fait que ça vous fait une audience qui grossit en fait tous les jours. Le but du jeu, très clairement, dès le début, c'est trouver à la fois qu'est-ce que je veux faire ajouter à mon client, et 2, où est-ce que je mets cette proposition de valeur à mon client. Donc, je vais vous montrer quelques exemples assez concret, typiquement l'exemple de Picard. Bah, là, voilà, c'est un email ou c'est sur le site web, ça? J'ai un doute du coup. Mais là, on est sur un téléphone Android, donc c'est vraiment une mécanique Google Pay. Hein, il y a bien les Apple Pay, Google Pay, donc on joue sur les deux. Le bouton, le CTA reconnaît automatiquement de son côté s'il est sur Apple ou sur Google. Et là, je crois que c'est un email. On met un gros CTA qui dit, ben voilà, sauvegarde cette offre sur ton mobile. Et donc, ça part directement dans le wallet de la personne, en l'occurrence Google Pay. Et vous voyez le deuxième écran, qui est donc en fait cette même offre qui est au format email. Le but du jeu, c'est comme on connaît les stats de l'email et le fait que ça ne soit pas forcément trop ouvert, le fait que ça ne soit pas forcément cliqué, et la nécessité pour une marque à devoir envoyer beaucoup de mails pour faire rester à l'esprit cette offre. L'intérêt de le mettre dans le wallet, pour le client, c'est qu'il sauvegarde sur son téléphone, il a tout le temps avec lui, il n'a pas besoin de le rechercher dans ses emails, c'est directement dans l'app wallet, ça se met sans friction, il y a besoin de 2 clics. Et l'intérêt après par la suite, c'est que vous, en tant que marque, vous pouvez le relancer dessus, envoyer des reminders et dire n'oublie pas ton offre qui se termine tel jour. Par exemple, là sur cette offre Picard, c'est des offres assez typiques chez eux qui ont lieu toutes les 3 semaines ou toutes les 4 semaines. Et donc, pendant les 3 semaines, on relance via notification
qui arrive donc directement sur l'écran, sur le lock screen, hein, sur l'écran verrouillé, tous les samedis à 11h. Chez Picard, ça marche ultra bien. Il y a des offres, hein, donc juste pour s'il y a une stat à retenir là, dans cette slide-là, c'est le plus 50%. C'est-à-dire qu'il y a 50% des gens qui ont une offre dans le wallet qui vont aller effectivement l'utiliser en point de vente. Okay, il n'y a aucun autre canal qui est en capacité de faire ça aujourd'hui. Le SMS monte vers les 8-9%, l'email est autour des 3-4% en moyenne. Là, le wallet, c'est vraiment 50% des gens qui vont utiliser. Donc, le pouvoir de la notification qui tombe au bon moment, le samedi, notification qu'on peut faire, donc programmer dans le temps, donc on peut aussi géolocaliser en fonction du magasin de préférence de la personne, est extrêmement important. Et ce qui est intéressant à comprendre, on va peut-être le voir sur d'autres exemples par la suite, c'est qu'une fois que cette offre a été utilisée, ou pas, ou qu'elle est périmée, le pass subsiste dans le wallet. Il est toujours là. Et donc, je peux le mettre à jour, le retargeter, le mettre à jour, quoi. Changer tout le contenu si je veux que ce pass que vous voyez au milieu qui est à 2,50 € et je veux mettre maintenant c'est 4 €, et changer de couleur et le mettre en rouge. Bref, si je veux changer le contenu, le texte, la couleur, les images, je peux le faire. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que une fois que j'ai fait ajouter un pass à un wallet à un client, en gros, c'est j'y suis, j'y reste. Une fois que j'y suis, je peux le réanimer par la suite à volonté. D'autres exemples, mais qui sont un peu toujours la même mécanique, hein, une fois que vous avez compris le truc, c'est simple. Par exemple, Intersport, il a toute une partie où il fait dématérialiser beaucoup ses cartes de fidélité. Là, chez Picard et chez Intersport, on parle vraiment de volume, hein, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes. Donc, c'est beaucoup de volume qui sont présents sur Wallet et qui sont animés régulièrement avec de la notif et de la mise à jour de contenu. Mais Intersport, vraiment, ils essaient plein de choses et énormément, en fait, toutes les façons de pouvoir rentrer dans le wallet. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est sur la partie Intersport Rent. Intersport est très fort sur la partie ski. Hein, c'est un de ses cœurs de métier. Et donc, quand on réserve un séjour ou une paire de ski, du matos de ski chez Intersport, c'est cette mécanique d'achat online. Et donc, on peut sauvegarder son achat dans son mobile, donc dans le wallet directement. C'est cette carte que vous voyez là au milieu. Et en fait, cette carte, souvent pour un achat qui a lieu dans 2-3 mois, le temps que j'aille au ski, etc., elle reste dans le mobile. Et quand le séjour va commencer à approcher, on commence à l'animer, à envoyer des notifs en disant n'oublie pas de présenter ta carte, ta location a lieu dans 2 jours. Quand la personne s'approche du magasin où va récupérer ses skis ou son matériel, il y a une notif de géoloc qui se déclenche et donc il n'a plus qu'à l'ouvrir et sa carte se présente, il n'a plus qu'à la présenter au magasin. Donc là, Intersport a trouvé un moyen, un moment, un service à apporter à son client pour se trouver dans son mobile. Et ce qui est intéressant, ça c'est le premier pas, on apporte un service au client qui est hyper confortable, agréable pour le client, plutôt d'aller chercher dans le fin fond de son email un vieux truc qu'il a reçu il y a 3 mois, qu'il ne retrouve pas, il n'a pas la connexion, etc. Et il ne trouve pas son numéro de résa. Donc, on peut théâtraliser cette partie de la résa. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que ce moment de la résa est passé, on peut transformer le coupon. Le pass existe toujours dans le mobile. Et en fait, 2-3 semaines après que le séjour soit passé, et là, on va mettre à jour le pass qui est dans le wallet. On va le mettre à jour avec des informations propres à la marque, donc je sais pas moi, là en l'occurrence des informations à propos du drive, ou ça peut être des offres, ça peut être une incitation à aller s'inscrire au programme de fidélité, ça peut être plein de choses. Ça peut être en fait, c'est vous qui décidez du contenu. Nous, on est vraiment le routeur sur ce canal-là. Encore une fois, je reprends à l'image d'un routeur d'email ou d'un routeur de SMS. Quelques petits exemples rapidos pour vous compreniez, mais c'est toujours la même mécanique. Hyper intéressant, Cora qui a lancé en plein milieu. Maintenant, on va parler de la première vague de confinement. J'espère que ça restera la seule, mais qui a profité en fait de cette partie de ces contraintes sanitaires qui étaient assez fortes pour inciter ses clients à digitaliser sa carte de fidélité dans le mobile, pour éviter qu'il y ait un échange plastique que je donne au caissier ou à la caissière pour qu'elle le flash, pour éviter un petit peu ce contact. Et donc, du coup, là, on voit plein d'exemples, email, Facebook, site web, où elle propose le service à ses clients qui est ajoute ta carte à ton mobile, ça sera beaucoup plus simple et ça permettra de respecter les règles sanitaires et d'éviter le contact. Et même mécanique, une fois que la carte est dans le mobile, elle se met à jour avec des informations de la marque. Donc là, en l'occurrence, il y a toute la partie programme de fidélité, les points, etc. Mais comme la marque est dans le mobile, via le programme de fidélité, elle en profite aussi pour pousser ses actualités, les offres qui sont reliées au programme de fidélité ou pas. Bref, elle s'en sert vraiment comme un canal relationnel, comme les autres exemples que vous avez vus tout à l'heure. Mais c'est toujours la même mécanique.
créer un point d'ancrage, créer un service. Quel est le service que je vais rendre à mes clients qui va lui donner envie d'ajouter quelque chose au wallet et une fois que j'y suis, la capacité à l'animer. Je termine sur quelques exemples assez simples mais qui illustrent bien en fait la façon dont on peut décliner le wallet et vous allez comprendre après avec ce que va dire Patrice, comment depuis tout ce que fait partout, comment on peut aussi du coup aller vers de la rétention dans le mobile, pas simplement l'acquisition pure et dure sur le web et puis après perdre un petit peu le contact avec son client. Là, en complétant les deux approches, on arrive en fait à acquérir et à garder le client. Mais typiquement, on peut le faire aussi depuis le point de vente. Comme j'ai dit tout à l'heure, un pass, c'est un lien. Donc, on peut le mettre n'importe où. Et là, on s'est amusé à le mettre derrière des QR codes. Je lisais encore hier un article sur le énième comeback du QR code que notamment apparemment la crise du Covid a remis sur le devant, mais ça fait je sais pas combien de fois qu'il revient sur le devant de la scène. Mais mine de rien, nous, on n'avait pas trop d'avis, mais on s'est rendu compte avec certains clients, donc comme Jennifer, ils sont amusés à mettre du QR code un peu partout, en caisse, dans les cabines d'essayage. Et en fait, quand je flash ce QR code, ça n'est pas autre chose qu'un lien wallet. On met un formulaire intermédiaire pour savoir qui c'est, mais on pourrait ne pas le mettre. Hein. Ça pourrait directement générer un pass dans le wallet. Et la marque se retrouverait avec un pass dans le wallet qu'elle sait qu'elle peut animer par la suite, avec lequel elle peut changer le contenu et envoyer des push notifications. C'est un peu toujours la même chose. Donc là, en l'occurrence, chez Jennifer, ils n'ont pas de programme de feed, assez peu d'offres, mais ils ont pas mal d'actu, de nouvelles collections, de collaborations, etc. Et donc, ils s'en servent, en fait, pour créer une espèce de, ce qui s'appelle une Jenny Squad, pour créer une communauté. Et donc, depuis le point de vente, depuis leurs emails, et aussi beaucoup depuis leurs réseaux sociaux, ils le font beaucoup, ils ont une grosse communauté sur les réseaux sociaux. Et pareil, ils mettent des liens derrière leur post qui redirigent vers le wallet pour avoir vraiment cette présence dans le mobile et pouvoir dérouler des mécaniques marketing qui dérouleraient via d'autres canaux, mais qui privilégient aussi sur wallet. Il y a d'autres questions qui sont tombées. Je sais pas, juste la Ouais. plébiscité. Alice qui dit: a-t-on les taux d'engagement une fois le pass installé? Oui, tout à fait. Ce qu'on a, c'est ce qu'on a, c'est le nombre de passes qui ont été créés. C'est-à-dire quand je clique sur le CTA, ça va me créer un pass et puis après, je dois encore appuyer sur ajouter. Donc, on a ces deux stacks qui a créé, qui a ajouté, avec un funnel qui est assez fort de 70% en moyenne d'ajout. C'est-à-dire que vraiment, on est vraiment sur quand on positionne bien ces CTA, on a vraiment une appétence en fait à ce que les gens sauvegardent quelque chose sur le mobile. Une fois qu'en fait que le pass est installé, nous, ce taux d'engagement, on le mesure avec la marque. La donnée reste quand même beaucoup vers la marque. Le wallet n'est pas notre application, au sens Captain Wallet, ce n'est pas non plus l'application de la marque, c'est l'application d'Apple et Google. Donc, on a un peu les infos qui veulent nous remonter. Par exemple, on n'a pas le taux de swipe, de balayage, pour parler en bon français, de la notification. Ça, on l'a pas. C'est une donnée qui ne remonte pas. En revanche, on va avoir, en croisant avec la marque, qui utilise le wallet. Et on a deux façons de le faire. Soit parce que la marque est en capacité de lire un pass sur un wallet depuis sa caisse. Par exemple, Picard, par exemple, Léon, je crois. Plusieurs marques sont en capacité de le faire. Soit on fait des groupes de contrôle et on voit les personnes walletisées, avant, après, comment elles réagissent. C'est de là dont on détient tous ces stats. On fait beaucoup de groupes de contrôle avec nos clients. Soit on analyse les personnes walletisées versus le même segment sans le wallet. Voilà, deux populations très proches, dont la seule différence est de ne pas avoir de ne pas avoir le wallet. Et là, on peut voir les taux d'engagement. C'est comme ça qu'on voit, par exemple, chez Léon, qui fait la même mécanique, hein, depuis ses emails, elle dématérialise ses offres directement sur wallet, sur lesquelles elle va pouvoir donc relayer des notifications. Et on voit qu'il y a plus de 20% de transformation en restaurant sur les offres qui sont sauvegardées dans le wallet. J'ai vu des questions qui passaient là au milieu de la presse, donc je les ai pas lues. Peut-être s'il y en a d'autres, t'hésites pas, hein, Patrice. Ouais. C'est mon dernier exemple là, avec Etam. Ça marche. Il y en a deux autres. Alors après, tu as peut-être déjà donné des éléments, mais en l'occurrence, il y avait une question en début de presse de Romain qui demandait si vos solutions permettent-elles aussi de faire des mécanismes de drive to web? Ouais, tout à fait. Encore une fois, c'est vraiment du contenu, hein, qu'on affiche dans le wallet. Il faut vraiment se mettre en tête que ça n'est simplement qu'une autre façon d'afficher du contenu. Il se trouve que cette façon est hyper efficace et pertinente. Donc, il y a beaucoup de marques avec lesquelles
on génère uniquement du drive to web. On travaille même pour des pure players. On a travaillé pour Cdiscount, pour des marques comme ça, et où on ne génère que du drive to web. Un pass peut contenir des liens de redirection vers des sites, vers des landing pages, vers on veut. L'idée, c'est vraiment de planter une graine dans le téléphone hyper simplement, en rendant un service au client, en ayant tout son opt-in. Il peut se désoptiner comme il veut. C'est lui qui a la main. C'est très différent d'un email ou d'un SMS où je dois écrire à la marque pour me désoptiner, etc. Là, c'est totalement à la main du consommateur. C'est lui qui décide de sortir ou pas. D'ailleurs, on le voit. On trace ça. Et donc, du coup, si on veut rediriger uniquement sur le web, on a fait des opérations spéciales dédiées pour Jacadi et Tam, vraiment dédiées sur un site e-commerce, et on travaille avec des pure players. Voilà, dernier exemple, et après, Patrice, il faut que je te laisse dérouler aussi. Désolé, sur Etam, là, voilà, c'est le use case. Vraiment, on a 50% de nos clients qui font ça. C'était 90% avant, hein. Maintenant, on a 50% de nos clients qui font vraiment des maths de la partie feed, et 50% sur plein d'autres use cases, comme un peu ceux que je vous ai montrés là. Il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait vous montrer. Genre, on dématérialise des cartes tiers payants maintenant. C'est ces espèces de cartes en plastique qu'on n'a jamais en pharmacie, qui se mettent à jour tous les ans, vous envoient un courrier, du plastique et tout. Ça, c'est terminé. Il y a beaucoup maintenant de mutuelles qui vont commencer à s'y mettre. C'est dans le wallet, ça se met à jour automatiquement, on l'avait toujours sur vous. Et là, donc, c'est la carte de fidélité d'Etam qui propose à dématérialiser sur le mobile, ou Salomon, comme on peut le voir là, et qui permet en fait de relayer ni plus ni moins que son pack, son plan d'action commercial. Pas tout, évidemment, parce qu'il faut privilégier les infos qu'on met sur le wallet, mais en tout cas, les aspects les plus importants. Donc voilà, on va voir par la suite comment ça se complète avec Partout. Je te laisse la main, Patrice, sur la suite. Ça marche, merci. Effectivement, tu auras encore quelques autres questions à répondre en fin de ouais, enfin. Ça roule. Alors, de mon côté, alors déjà, juste pour vous présenter qui on est très, très, très rapidement. Partout, on existe depuis 2014 et on propose une solution Drive to Store qui répond à vos problématiques de référencement local et d'e-réputation. Très concrètement, ça veut dire quoi? C'est que notre plateforme vous permet de diffuser automatiquement toutes les informations de vos établissements, que ce soit vos photos, vos horaires, coordonnées GPS, descriptifs, sur une dizaine de sites comme Google, Facebook, Waze, Apple Plan ou des annuaires, pour améliorer votre visibilité en ligne et donc vous apporter plus de trafic en magasin ou sur votre site. Et on va également aspirer, centraliser tous vos avis clients qui sont déposés sur Google, Facebook ou TripAdvisor, les centraliser sur la plateforme pour vous permettre d'y répondre plus facilement, mais également de les analyser pour connaître les motifs de satisfaction et d'insatisfaction. Et la beauté, c'est qu'on peut travailler avec n'importe quel secteur d'activité tant qu'il y a des établissements physiques. Alors, mon but aujourd'hui, c'est de vous présenter vraiment les 3 étapes à suivre pour relancer votre activité grâce à Google My Business. C'est vraiment un focus qui va se faire sur cette plateforme-là. Donc, 1, c'est vous redire comment bien communiquer et optimiser votre visibilité. En 2, comment présenter vos produits, services et inciter à l'achat. Et enfin, en 3, comment bien échanger avec vos clients. Alors, tout d'abord, juste pour remettre tout le monde sur un même niveau de connaissance, voilà la plateforme Google My Business. Je pense que vous la connaissez déjà tous. C'est vraiment la nouvelle vitrine digitale de vos établissements. Ça devient de plus en plus le premier point de contact, également avec les internautes. Et ça, on le voit nous-mêmes dans notre quotidien. Hein. Quand on recherche, par exemple, un magasin de bricolage à Paris ou à Marseille, ce sont ces fiches qui vont apparaître en évidence, soit carrément dans votre propre site web, comme on le voit là à gauche sur le smartphone, ou avec une belle mise en avant, comme on le voit à droite sur la version desktop. En revanche, qu'est-ce qui vous permet d'apparaître dans ces meilleurs résultats de recherche? Il y a 3 critères très importants à avoir en tête. Le premier, c'est la distance. C'est-à-dire quelle est la distance entre votre établissement et la position géographique de l'internaute ou de la zone qu'il recherche. 2, c'est la pertinence, c'est-à-dire la cohérence entre sa requête et les informations présentes en ligne. Donc, si je cherche un supermarché qui est ouvert à Marseille, je m'attends à ce que Google me propose bien des supermarchés qui soient bien ouverts à ce moment-là et à Marseille. Et le 3e point, c'est la proéminence. La proéminence, c'est est-ce que les informations de vos établissements sont bien disponibles sur un maximum de plateformes, comme votre site web, des réseaux sociaux, des moteurs de recherche ou des GPS. Et est-ce que ces informations entre elles, est-ce qu'elles sont bien fiables et uniformes? Il faut vous dire que Google fonctionne comme un cerveau humain.
Si vous, je sais pas moi, vous demandez à un ami si votre supermarché de quartier est bien ouvert le dimanche, qu'il vous répond que oui, mais qu'en parallèle, vous allez interroger 2 autres personnes et qu'elles vous répondent que non, bah, vous allez estimer que l'information n'est pas fiable. Et pour Google, ce sera pareil s'il voit des informations différentes entre différents sites et différentes plateformes. Donc ça, c'est super important. Et dans la proéminence, il y a aussi la réputation, c'est-à-dire quelle est votre note, combien vous avez d'avis, est-ce que vous répondez à ces avis. Alors, vous l'aurez compris, hein, il y a un travail de référencement qui est donc très important à faire. Et la question que vous posez peut-être, c'est comment les gens vous recherchent. Et ça, c'est vachement intéressant. C'est une étude qu'on a faite sur plus de 300 clients en France. Et il y a donc 3 types de recherches. Il y a les recherches qu'on appelle directes. Donc là, on va chercher directement votre établissement, donc le magasin Leroy Merlin à Paris-Beaubourg. Il y a sinon les recherches marques, quand on cherche plutôt des magasins Leroy Merlin autour de moi ou dans une ville spécifique et on voit celui qui nous intéresse le plus. Ça, c'est vraiment, ces 2 indicateurs vont illustrer votre notoriété. En revanche, les 50 derniers pourcents sont ultra importants parce que ça veut dire qu'une personne sur 2 ne cite pas votre marque quand elle fait une recherche. Elle va chercher un magasin d'électroménager, elle va chercher à acheter une machine à laver. Et c'est là où, si vous apparaissez dans les meilleurs résultats, ce sera une bonne preuve de votre référencement local. Alors, maintenant que vous savez tout ça, donc ça, c'était pour l'introduction. Ce que je souhaite vous montrer, c'est comment bien communiquer, annoncer et optimiser votre visibilité sur Google. Alors, tout d'abord, pendant ce confinement, enfin le confinement qu'il y a eu en mars, Google a sorti beaucoup de nouvelles fonctionnalités. On a optimisé également pas mal. Et il y a plein de choses, mais alors super chouettes pour les consommateurs comme vous et moi. Comme par exemple ici, où désormais, on peut savoir de quand date la dernière mise à jour des informations. Est-ce qu'elle date d'il y a 4 jours, 2 semaines, 6 mois? Il faut vraiment avoir la fraîcheur de l'information. Et d'ailleurs, avec les couvre-feux et peut-être les menaces là, qui vont nous tomber sur la tête dans les prochains jours, prochaines semaines, peut-être de reconfinement ou autre, il va être super important de passer par ce qu'on appelle les horaires exceptionnels pour annoncer que vous êtes peut-être fermé temporairement ou fermé sur des créneaux horaires jusqu'à temps que les choses aillent mieux. La deuxième chose qui est sortie également pendant le confinement et qui est super utile pour les consommateurs, c'est ce qu'on appelle les horaires secondaires. Les horaires secondaires, c'est que selon votre secteur d'activité, vous avez peut-être des plages horaires qui vont être différentes entre votre service de drive, de livraison, des horaires pour les seniors, de la vente emportée, etc. Donc, vous pouvez désormais, depuis le back-office de Google, renseigner toutes ces informations pour que les gens aient vraiment la bonne info au bon moment. Et enfin, la troisième chose en termes d'annonces qui a été très utile pendant le confinement et actuellement, c'est les Google Posts. Les Google Posts, ce sont des bannières visuelles que vous pouvez afficher directement sur vos fiches, qui sont temporaires, qui sont limitées dans le temps, sur lesquelles vous pouvez communiquer à la fois sur des conditions sanitaires, comme par exemple masque obligatoire ou gel disponible à l'entrée, ou même, et c'est le cas ici, et heureusement quand même on peut aussi communiquer sur des bonnes nouvelles, sur des offres promotionnelles, des nouvelles ouvertures, sur du Black Friday, etc. Donc c'est vraiment des informations très temporaires que vous pouvez mettre en avant pour vos établissements. Et d'ailleurs, je crois que Axel, tu voulais ajouter 2-3 choses. Ouais, c'est en fait, c'est notamment une des choses sur lesquelles, avec Partout, on peut se compléter. C'est-à-dire que il y a vraiment donc cette génération de trafic qui est fait via Google. D'ailleurs, j'aurais une question pour toi, c'est comment tu crées un Google Post peut-être par la suite. Mais l'idée, c'est que comme on l'a vu tout à l'heure sur Wallet, où c'est un lien, donc on peut le mettre vraiment n'importe où derrière du média. Ses emails, etc. Là, on peut tout à fait le mettre derrière des messages qui sont pertinents sur Google. Hein. Ça nous arrive de le faire sur vraiment de l'ADS Google, mais là, sur un Google Post, ça a beaucoup de sens, quoi. Si c'est une offre, typiquement, c'est quelque chose que je vais voir de façon assez rapide, fugace. Et donc, le fait de proposer de sauvegarder quelque chose qui vous intéresse sur le moment, mais que vous n'avez pas utilisé tout de suite, ça a beaucoup de sens. Donc voilà, ça c'est une mécanique typiquement avec Partout qu'on peut mettre en place et qu'on va commencer à mettre en place pour certains clients et qui va permettre donc une fois que je clique sur le Google Post de sauvegarder cette même offre, ce même contenu mais au format wallet et du coup une fois que c'est en wallet, je relance avec de la notif pour inciter la personne à vraiment effectivement utiliser ou au moins essayer d'avoir une interaction avec l'offre. Top. Alors donc oui, pour répondre à ta question, parce qu'on nous la pose souvent,
Les Google Posts, donc depuis le back-office de vos fiches Google, vous pouvez créer des Google Posts. Il y a plusieurs catégories qui sont disponibles. Une catégorie promotion, produits, sanitaire. Et il y a quand même des choses très importantes à savoir, c'est que, hormis pour les posts de type sanitaire, vous ne pouvez pas multidiffuser des posts sur tout votre réseau d'établissements. C'est-à-dire que si vous avez 100 établissements, il faut y aller un par un. Donc, par exemple, typiquement, une communication comme Black Friday, c'est un par un parce que Google préconise vraiment la communication locale adaptée à un établissement. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important à avoir en tête. Et après, bien sûr, vous y rajoutez tous les call to action que vous souhaitez, comme réserver le produit, accéder à la promotion et présenter ça ensuite en magasin. Donc, ça, c'était pour la partie en communication. Maintenant, ce qui va être super important, et encore plus là, avec ce qui se prépare là d'ici la fin d'année, c'est vraiment d'optimiser votre visibilité. On l'a vu là dans les chiffres des 6 secteurs que je donne en introduction, c'est que malgré tout, le digital vous permet encore de driver beaucoup de trafic sur votre site et de faire croître vos ventes. Et pour ça, il faut apparaître dans les meilleurs résultats. Et les catégories, c'est quelque chose qui est très et même souvent délaissé par les enseignes, c'est-à-dire de renseigner finalement comment les gens peuvent vous trouver. Vous pouvez renseigner une catégorie principale et 9 catégories additionnelles. Et si je prends l'exemple de Castorama, comme je le vois ici sur la slide, Castorama, je les trouve en cherchant un magasin de bricolage, une quincaillerie ou une jardinerie. Donc, pensez vraiment à vous demander, OK, comment les internautes nous cherchent et quelles sont ces catégories qu'on peut renseigner pour qu'on nous trouve le plus facilement possible. La deuxième chose, ce sont les attributs. Et les attributs, c'est en plein boom depuis le confinement parce que Google a sorti vraiment beaucoup de possibilités qui nous ont énormément servi. Donc, ces attributs, pour rappel, sont ces tags, comme on le voit là sur la photo, ces petits tags, qui sont soit des tags qui peuvent être subjectifs, et là, ils sont remplis par les internautes, par exemple, dire qu'il y a une ambiance conviviale ou un bon rapport qualité-prix, ou alors il y a ce qu'on appelle des tags objectifs que vous pouvez renseigner, comme dire, par exemple, vous acceptez moins de paiement par carte bancaire, vous avez des accès handicapés ou autres. Et ces derniers mois, il y a eu beaucoup d'attributs qui sont sortis, qui ont été super utiles, comme par exemple, est-ce que votre magasin est peut-être fermé physiquement, mais votre drive est disponible, ou le restaurant est fermé, mais vous pouvez quand même faire de la livraison. Donc, tous ces points-là qui nous ont vraiment énormément servi. Et d'ailleurs, il y en a même des tout récents qui sont sortis sur la partie Covid pour préciser, ben voilà, est-ce que il y a de la prise de température quand on rentre dans la boutique? Est-ce que les masques sont obligatoires? Voilà, autant d'informations essentielles qui fait que plus vous allez les remplir, ces informations, plus vous allez envoyer un signal fort à Google qui va dire « Ok, cette enseigne est active, elle met bien à jour ces informations, je la remonte dans les résultats. » Ils vont bientôt mettre la température de chaque employé en direct. Bon, bah justement, en termes d'informations en direct, il y a quelque chose d'assez fou qu'ils sont en train de mettre en place. Pour l'instant, c'est aux États-Unis. C'est de dire, demain, quand j'ouvre Google Maps, je vais pouvoir savoir ce qu'ils appellent en temps réel. Bon, en temps réel, c'est leur algorithme qu'ils ont mis un jour pour dire, OK, on va prendre l'historique des derniers jours versus les derniers mois, parce que les derniers mois, les choses ont quand même beaucoup changé. Pour dire, OK, si on prend l'historique des derniers jours ou de la dernière semaine, je peux vous dire qu'à cette heure-là, en ce moment, le Sephora, il n'est pas occupé. En revanche, le Starbucks, il est complètement bondé. Et ça nous permettra de prendre aussi des bonnes décisions pour dire, OK, je vais peut-être éviter d'aller chez Starbucks. Je vais d'abord commencer par faire mes courses chez Sephora. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, en fait, ils sont en train de mettre le turbo parce qu'ils ont vu, et je vais reprendre la citation de Google qui dit qu'ils ont constaté une augmentation de 50% de l'utilisation des fonctions d'horaire d'affluence entre mars et mai. Parce que, justement, davantage de gens voulaient savoir est-ce que ça vaut le coup que je me déplace ou pas s'il y a du monde. Et ils étendent ça vachement plus loin parce que maintenant, ils vont faire ça pareil pour des places publiques, pour les pharmacies, pour des restaurants. Donc, de plus en plus, tous les secteurs vont être intégrés à ça. Je fais lien 2 secondes avec un des… Ce dont on s'est rendu compte pendant le confinement, c'est que le wallet qui a un canal, tu vois, où tu relais beaucoup forcément de l'offre ou de la feed, etc. C'est devenu vraiment un canal serviciel. C'est-à-dire, j'aime pas trop ce terme, mais qui véhicule une information qui n'est pas forcément promotionnelle. Et donc, typiquement, dans ces informations-là, il y avait quelques marques qui voulaient utiliser le wallet. À ces moments, tu devais faire la queue vachement pour rentrer en magasin, etc. pour envoyer en fait les horaires préférentiels auxquels les clients pouvaient être incités à venir, tu vois, en disant, par exemple,
venez mardi à 14 h parce qu'il y a moins de monde. Et donc, il servait du wallet pour relayer cette notification, qu'elle s'affiche, que les clients la voient et que ça les incite du coup à lisser un petit peu l'audience qu'ils avaient sur leur point de vente. Donc, ça se rejoint pas mal. Ah ouais, carrément, donc ça c'est top. Ça c'est top. Ensuite, donc, quand vous avez bien optimisé votre visibilité, ce qui est ultra important à faire désormais, c'est de présenter votre offre. Et il y a une étude récente d'ailleurs de Google et Ipsos qui dit que 83% des gens seraient plus susceptibles de se rendre dans le point de vente ou sur votre site web s'ils pouvaient avoir un accès facile vraiment à l'offre produit pour dire ok, l'offre est bien là, elle est bien disponible, j'ai envie de l'acheter. Et c'est pour cette raison qu'ils ont sorti 3 fonctionnalités que sont les menus, produits et services. Et ça, franchement, pour améliorer l'expérience client, je trouve qu'il n'y a pas mieux. C'est-à-dire qu'en un coup d'œil, vous pouvez voir, OK, quelle est l'offre de ce resto? Je vois les entrées, les plats, les desserts. Quels sont les services en termes de location saisonnière, permanente qui sont présentés? Les produits. Alors, pour le coup, les produits, si vous avez des dizaines ou centaines de milliers de références, c'est pas le but de tout présenter. On n'est pas sur une partie shopping. On est vraiment sur de l'informatif et de l'affichage. Donc, vous présentez plutôt des flagships ou des grandes catégories. Et c'est ça, à la rigueur, aujourd'hui, l'information un peu limitante là-dessus, c'est que ces boutons ne sont pas cliquables. Vous ne pouvez pas encore cliquer pour réserver. C'est vraiment de l'affichage, c'est vraiment de l'information pour dire voilà l'offre, est-ce qu'elle vous donne envie? Et si oui, allez sur notre site web ou allez directement dans notre point de vente. Si vous j'ai une question au passage qui vient de tomber, qui est, une question qui demande est-ce qu'on a accès au taux d'impression et de clics de nos fiches? Donc, c'est plus oui, général. Ouais, mais... Tout à fait, exactement. Depuis votre back-office, Google, tout le monde a accès pour voir combien de fois les fiches sont apparues en recherche directe, en recherche marque, en recherche découverte, combien il y a eu de clics sur les gens qui ont cliqué, comme ici, là on le voit sur la photo, sur demande itinéraire, ou appeler, ou aller sur le site web, et vous pouvez suivre cette évolution. Donc oui, tout à fait, vous pouvez suivre toutes les stats par établissement, par région ou au niveau national. Et sur la partie produit, si justement vous voulez déclencher des actes d'achat, il y a quelque chose qui est top, c'est les URL secondaires. Vous pouvez en mettre jusqu'à 7, alors ça dépend des secteurs d'activité, mais vous pouvez mettre par exemple des liens pour passer une commande, pour réserver un créneau de rendez-vous, pour demander un devis en ligne, pour voir l'offre promotionnelle. Donc ces URL-là sont vraiment disponibles pour vous à installer pour justement déclencher des actes depuis son téléphone ou depuis son ordinateur. Et enfin, ma dernière partie, c'est de dire que dans toute cette partie de visibilité, d'optimisation, il y a vraiment l'échange et la relation client qui est vraiment remise à plat et à niveau avec Google. C'est très souvent délaissé. Souvent, on se dit est-ce que ça vaut le coup de prendre du temps à répondre à tous ces avis? Est-ce que vraiment ça va me faire gagner sur de la visibilité ou du référencement ou autre? Et je peux vous assurer que c'est ultra important. Pour plein de niveaux, pour des choses à la fois tangibles et certaines plus émotionnelles, si je peux dire ça comme ça. Plus émotionnel, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà laissé des avis sur Google, mais quand le propriétaire répond, vous recevez une notification. Vous recevez un email qui vous dit le propriétaire de l'établissement vous a répondu. Et franchement, ça fait super plaisir de dire c'est chouette, mon commentaire positif comme négatif était pris en compte et j'ai eu une réponse. La deuxième chose, c'est que surtout, ne vous dites pas que vous répondez à une personne, vous répondez à des milliers de personnes. L'exemple ici là de SoCook, c'est un magasin de cuisine. Ils ont en moyenne 4000 visites par mois sur leur fiche. C'est potentiellement 4000 personnes qui peuvent lire vos réponses. Donc d'autant plus quand il y a des avis négatifs, c'est 4000 personnes qui peuvent lire votre réponse et voir un peu votre état d'esprit, votre esprit de commerçant. Donc vraiment, c'est super important. Et enfin, le troisième point, tout simplement, c'est que plus vous répondez aux avis, plus c'est important pour l'algorithme de Google et il vous fait également remonter dans les classements. Et là-dessus, on aura des stats à vous donner si ça vous intéresse. C'est quoi le process en interne pour répondre à ces avis? Oui, tout à fait. C'est une question qu'on nous pose souvent. En gros, si vous avez peu d'avis ou peu d'établissements, si par exemple vous avez une dizaine d'établissements avec peu d'avis, c'est une personne tout simplement qui peut se charger de répondre à l'ensemble des avis des établissements. En revanche, si vous avez plutôt des centaines ou des milliers d'établissements, là, il y a plusieurs méthodes. Soit c'est une équipe directement au siège, une personne dédiée qui peut s'en occuper
pour mettre en place, par exemple, des templates, des lignes éditoriales, des guidelines, pour ensuite donner la responsabilité aux personnes en région pour répondre aux avis de leur magasin. Ils peuvent également s'appuyer sur des agences, si ça peut les aider. Et parce qu'on comprend tout à fait que ça peut être très long de répondre à l'ensemble des avis, nous, ce qu'on vous recommande, c'est vraiment répondre en priorité aux avis avec texte et les avis négatifs. Donc, tout ce qui est 1 et 2 étoiles, concentrez-vous là-dessus si vous n'avez pas le temps de répondre à tout ça. Et peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous êtes assis sur une mine d'informations. Vous pouvez avoir des dizaines, des centaines ou des milliers d'avis par fiche. Et si vous multipliez ça par votre nombre d'établissements, bah, ça devient énorme. Vous pouvez faire vos propres analyses et études. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, avec Undies. Undies, on est capable de leur dire, ben voilà, pour information, à chaque fois que le mot prix est mentionné dans un avis, bah, la note moyenne de cet avis est de 4,2 sur 5. Et ils peuvent faire ça sur plein de mots-clés. Quelle est ma note quand on parle de livraison, d'accueil, de service après-vente, etc. De voir les évolutions, de voir les écarts par région, par magasin, pour dire, ma mince, le prix, la note est excellente partout. En revanche, dans ce magasin ou cette région, elle est beaucoup plus basse. Comment ça se fait? Comment on peut corriger ça? Donc ça, c'est vraiment, vraiment top. Et enfin, la dernière partie relationnelle, c'est le chat. Le chat, c'est quelque chose qu'on utilise déjà pas mal, je pense, aujourd'hui, avec, par exemple, Messenger. Il y a WhatsApp Business qui se met en place. Et Google Message, qui est ce petit bouton qu'on voit ici, qui permet de chatter avec l'établissement. Et quand on voit cette période actuelle où les gens ont besoin d'être rassurés sur est-ce que le magasin est bien ouvert, est-ce que le stock est bien dispo, est-ce que ça vaut le coup que je me déplace, ça peut être intéressant d'activer cette fonctionnalité. En revanche, activez-la que si et seulement si vous estimez avoir les ressources humaines ou les process en interne pour pouvoir y répondre dans les quelques heures. Parce que si c'est pour y répondre 3-4 jours plus tard, ça vaut plus le coup, ce sera extrêmement déceptif et frustrant pour les internautes. Mais ça, voilà, très, très chouette à avoir en tête dans cette période où les gens ont besoin d'être rassurés. Et donc, pour finir, parce que tout ce que je vous présente, c'est bien beau, mais effectivement, vous, la finalité derrière, c'est quels sont les KPI que je peux suivre, quels sont les résultats que je peux attendre. Ben, c'est très simple. Quand vous diffusez vos informations sur un maximum de plateformes comme Google, Facebook, Waze, quand vous mettez à jour régulièrement vos informations, ça envoie un signal très fort. Et ce signal très fort fait que vous apparaissez dans les meilleurs résultats de recherche et vous avez des KPI à suivre, comme on l'a présenté ici là, avec quelques clients, où on a fait une moyenne des statistiques entre les gens qui avaient cliqué sur le site web, fait des demandes d'itinéraire, passé des coups de fil, qui sont vraiment des vrais KPI Drive to Store ou qui peuvent être des vrais KPI de conversion d'achat, qui sont très forts, que vous pouvez suivre sur la plateforme mois après mois, région par région ou année après année. Et également, l'impact que vous pouvez suivre sur toute la partie e-réputation. Là, encore une fois, ça peut être vachement intéressant de voir quelle est l'évolution de notre moyenne nationale, régionale. Est-ce que vous arrivez à répondre à l'intégralité des avis? Quel est le taux de réponse, le délai de réponse, ou tout simplement vos notes en fonction de certaines catégories comme la livraison, le SAV ou le prix. Donc, voilà pour moi, Axel. J'en ai fini. Top. Merci beaucoup, Patrice. J'espère que les deux exposés sur les deux technos ont été bien compris et clairs pour tout le monde. On est tous les deux évidemment dispo pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à nous envoyer des mails. Je pense qu'on va mettre, ou si ce n'est pas déjà fait, les adresses là dans le chat sur lesquelles vous pouvez nous écrire. Il 58, je réponds juste à une question qui a eu quelques suffrages qui posait la question de savoir si les notifications exploitées par de plus en plus de marques sur le wallet ne risquent-elles pas de venir spammer les users. Alors, moi, j'aimerais bien avoir ce problème-là. Ça sera un problème qui montrera que vraiment beaucoup de marques utilisent le wallet. Donc, il y en a déjà pas mal. On a quand même pas mal bossé, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Le jour où ça se passera, parce que je pense que ça se passera, il y a plusieurs options. Moi, je pense fondamentalement que le wallet est un peu comme un App Store en fait. Chaque marque a une présence sur le wallet, peut avoir une présence sur le wallet et dérouler du contenu. Et c'est un App Store dans le sens où voilà, c'est Google et c'est Apple qui mettent à disposition un écosystème. Ils disent aux développeurs en marque, joue avec. Et puis les règles de cet App Store, de cet écosystème changent et vont évoluer. Typiquement, quand il y aura beaucoup de monde dessus, il n'est pas impossible que ce soit un espace qui devienne payant. C'est-à-dire que pour y accéder, il va falloir que les marques payent. Alors aujourd'hui, elles payent
une techno comme la nôtre qui leur permet d'y accéder et de pouvoir dérouler du contenu. Mais après, Google ou Apple peuvent le rendre payant si vraiment l'audience commence à être plus importante. Ou alors, pas du tout, parce qu'en fait, Google et Apple gagnent de l'argent dessus par la partie paiement. Vous savez, Apple notamment prend un pourcentage de transactions sur Apple Pay, qui, dans les quelques années qui arrivent, va représenter une partie de son chiffre d'affaires extrêmement importante. Donc, ce sont des pièces vraiment extrêmement centrales de la stratégie d'Apple et Google. Il y a beaucoup d'investissement qui est fait dessus. Ça appelle beaucoup d'autres thèmes, notamment le NFC. On n'en a pas parlé là, mais le NFC, c'est quelque chose qui est très important. On vit dans un monde qui est de plus en plus NFCisé, et Google et Apple travaillent beaucoup là-dessus. Donc, je pense que le wallet va évoluer, et notamment quand il y aura beaucoup de marques dessus, effectivement, il y aura peut-être des règles du jeu qui vont changer. À date, nous, ce qu'on voit, c'est que malgré, on touche quand même aujourd'hui un iPhone sur 4 en France avec tout le volume qu'on a. Il faut savoir que quelqu'un qui a en moyenne, un Français est adhérent à une base de données slash, donc programme de fidélité à 6 d'entre eux. Donc, on a encore quand même vachement de marge, mais effectivement, ça peut arriver. Pas tout de suite, et le jour où ça arrivera, je pense qu'il y a certaines règles sur elles qui vont changer. Donc, pour l'instant, il faut en profiter. C'est un espace qui est assez free. On peut faire pas mal de choses, et ce qui est vraiment hyper efficace pour les marques. Donc, profitez-en. Ça marche. Alors, de mon côté, il y a deux questions faciles et rapides à répondre. Alors, Sandra, effectivement, donc, est-ce que toutes ces fonctionnalités sont-elles également bénéfiques pour le référencement? Alors oui, ça, Google le prouve. Plus vous utilisez leurs fonctionnalités, plus vous les utilisez, vous répondez, vous les remplissez, vous les mettez à jour, et plus ça envoie un signal très fort à l'algorithme de Google qui vous remonte dans le référencement. En gros, il va voir quelle activité. En fait, ce que veut Google, c'est s'assurer que les fiches qu'il va mettre en avant sont les fiches les plus à jour, les plus pertinentes, les plus complètes. Et s'il voit de l'activité régulière, exhaustive et actuelle, ce sera que bénéfique pour vous. Romain, les fiches GMB ou les Google Posts peuvent-elles être personnalisées, localisation, etc. Alors, pour être sûr de bien comprendre la question, alors les fiches GMB, il faut en faire pour chacun de vos établissements. Alors, personnaliser, oui et non. C'est-à-dire que le titre d'une fiche GMB doit avoir le même pour toutes vos fiches. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre, j'ai n'importe quoi, alors je ne sais pas à quelle enseigne vous appartenez, mais vous ne pouvez pas mettre, par exemple, Leroy Merlin Paris, Leroy Merlin Marseille. Non, il faut que le nom de l'enseigne, le nom de la marque soit le même pour l'ensemble de vos 100, 400 ou 1000 fiches. En revanche, vous pouvez vous permettre de modifier les descriptifs, de mettre des photos différentes, d'avoir des horaires différents en fonction des lieux, etc. Concernant les Google Posts, alors les Google Posts, la beauté du Google Post, c'est que, hormis ce qu'on appelle les posts sanitaires pour parler du Covid, tous les autres, vous êtes obligé de les faire une fiche par une fiche. Donc là, vous pouvez vous éclater, les personnaliser et faire une fiche complètement adaptée à votre établissement, à la localisation, changer la photo, l'image, le texte. Ça, c'est vraiment un Google Post par établissement et vous faites ce que vous voulez. Et nous, sur le Google Post, du coup, derrière, le pass qui va être généré quand on clique sur un Google Post va prendre toutes ces variables de personnalisation. Chaque pass va correspondre exactement en fait au Google Post que vous allez poster en fait aux variables que vous allez mettre. Donc ça suit en fait ça suit le chemin, quoi. Donc le but du jeu, hein, Captain Wallet partout plutôt en amont sur toute cette partie référencement sur Google avec tout ce que vient d'expliquer Patrice, et puis après cette possibilité de garder la relation dans le temps, dans le mobile, et donc cette complémentarité qui est intéressante, qu'on va commencer à mettre en place chez quelques clients. Donc peut-être qu'on refera un webinaire dans quelques semaines ou mois avec des stats dessus. C'est ça. Et voilà. Bon, on a carrément dépassé, il est 12h04. J'espère que c'était intéressant. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Là, voilà, il y a des adresses email qui s'affichent dans le chat. Si vous avez des questions complémentaires, on est là pour y répondre. Merci encore à toutes et à tous pour votre présence. Merci beaucoup, hein, Patrice. De rien, avec plaisir. Merci, Axel, pour l'invitation. C'était top et j'espère que vous avez tous passé un bon moment et surtout que vous avez appris plein de choses. C'est ce qu'on souhaite. Yes. Merci. Très bonne journée à toutes et à tous. Merci. Au revoir. Salut.